Nicolas Van Den Hemmel, je m'occupe des questions internationales pour le mouvement ouvrier chrétien et d'une revue qui s'appelle Démocratie qui est liée au MOC aussi. Donc c'était déjà un beau challenge pour Bruno de vous parler de toutes les mobilisations par rapport au TTIP. Et donc moi on m'a demandé de vous parler de 1600 pages en 30 minutes. Donc voilà. Pour l'anecdote, je faisais donc partie des gens qui ont été arrêtés le 15 mai 2014. Et symboliquement, je passais un cap puisque je suis né un 15 mai. Et donc j'ai cru que la police d'Urbeck faisait une petite fête partie, mais non, apparemment. Donc le CETA, intervention que j'intitule le petit frère du TTIP. Malheureusement, on en parle beaucoup moins, donc accord entre l'Union européenne et le Canada. Je dis malheureusement, pourquoi ? Parce que les négociations pour cet accord, elles sont conclues. Et donc là, où parfois avec Bruno et d'autres, on pouvait passer pour des complotistes en disant il y a des multinationales qui négocient des choses pas bien dans notre dos. Malheureusement, nos craintes, quand on lit les textes, elles se confirment. Donc je vais essayer de vous présenter un peu les quelques craintes, parce que comme je vous le dis, c'est 1600 pages. Et donc effectivement, vous imaginez qu'en une demi-heure, j'ai dû être un peu sélectif. Alors le CETA, évidemment, il a fallu, comme pour le TTIP, nous le vendre. Et donc il y a une étude d'impact qui a été réalisée par la Commission européenne et qui nous annonce, tenez-vous bien, un boom de croissance de 0,09%. Ouais. Donc effectivement, je ne vais pas revenir là-dessus, mais vous savez tous les doutes qu'on peut avoir par rapport à ces études. Un rappel, il y a eu une étude faite par une université américaine qui a remis en cause les prédictions annoncées pour le TTIP, et donc avec des conséquences dramatiques pour l'économie européenne, et ça risque d'être le cas. Également pour le CETA. On revient un petit peu sur les événements. Donc, comme pour le TTIP, on a un mandat de négociation qui a été adopté en 2009, qu'on ne connaît toujours pas, et on l'a amendé en 2011 pour y inclure l'ISDS, les fameux arbitrages privés. Et donc, comme je sais que le temps va m'être compté dans la demi-heure qui vient, j'ai décidé de faire un choix. Je dois avoir 47 slides et 15 qui concernent l'ISDS. Et donc, comme je sais que Laura va intervenir après sur le sujet, je viens de m'octroyer 15 minutes de gain en décidant de skipper tout ce qui concernait ça. Le CETA, donc, comme je vous le dis, important, les négociations sont conclues et donc demain, il risque d'arriver pour des votes au Parlement européen. Je vais vous dire un petit mot à la fin sur la procédure. Je suis vraiment désolé, ça va être super technique et donc je vais essayer d'être très pédagogique et n'hésitez pas à me dire là je comprends pas, je suis perdu, parce que c'est une procédure très technique, mais au moins vous allez voir toutes les étapes qui sont requises pour voter ce genre d'accord. Le CETA, il a quelques particularités qui nous font déjà très peur. Premier accord avec un pays du G7, donc les grands Manitou, les grandes puissances mondiales. Donc pour vous dire que là, on rentre dans une autre catégorie d'accords commerciaux. C'est le premier accord européen qui négocie sur ces fameux arbitrages privés, les ISDS, donc à l'échelle de l'Union européenne. Donc ça veut dire que demain, si le CETA est signé, c'est bon pour la Belgique pourra être attaquée. On institutionnalise un forum de coopération réglementaire, je vais y venir, je m'excuse déjà pour le jargon, mais c'est pas le mien. Et alors, on renverse la perspective par rapport à la libération des services. Je vais vous parler de liste négative. Donc, comme je vous l'ai dit, on a un accord. Le CETA, c'est assez impressionnant à lire, déjà parce que souvent, on est paumé. Hein, Bruno? Donc, c'est 400 pages d'accord et 1200 pages d'annexes. Je vais y revenir tout de suite. Le CETA, donc souvent on dit oui, mais les États-Unis, quand même, c'est pas le même modèle social. Eh bien, quand on prend juste un aspect de droit du travail, par exemple, on se rend compte que le Canada non plus, c'est pas le même modèle social. Donc, comme vous le voyez, ils n'ont pas ratifié 2 des 8 conventions fondamentales de l'OIT, quand même non des moindres, le droit d'organisation et de négociation collective, et une petite convention comme ça sur l'âge minimum au travail. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand on va avoir des divergences de vues? Je vais y revenir. Alors l'ISDS, vous voyez, c'est magnifique, tac, 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 tac. Donc ISDS, c'est l'acronyme anglais de Investor State Dispute Settlement, donc réglage des différends entre investisseurs et États. Donc je suis désolé, mais vu le temps qui m'est imparti, je vais laisser tout le volet pédagogique. En gros, c'est quoi l'idée? C'est de permettre à un investisseur étranger d'attaquer un État si l'État a pris une législation qui ne lui plaît pas. Je vais vous donner un bête exemple,
un exemple qui est assez éloquent. Dans ce genre de dispositif, l'Égypte s'est fait attaquer par la multinationale Veolia. Pourquoi? Parce que l'Égypte avait décidé d'augmenter le salaire minimum des travailleurs. Vous allez me dire, mais pourquoi? Eh bien là, on va prendre une perspective, on va se mettre dans la tête de la multinationale. Vous augmentez le salaire minimum des travailleurs, ça veut dire qu'elle va devoir les rémunérer plus, ça veut dire que vous allez diminuer ses profits, ce qu'elle n'accepte pas, et donc elle a des instances qui lui permettent d'attaquer un État et de lui demander des dédommagements faramineux. Voilà un peu la logique de ces accords, mais je vais donc laisser à Laura le soin de... parce que vous voyez, c'est assez technique. Simplement pour vous dire que quand on lit les textes du CETA, et je m'excuse, mais comme Bruno, j'ai eu 2-3 semaines de folie furieuse là, et donc j'avais fait un PowerPoint, et donc, vous voyez, en plus c'est super, parce qu'il ne suffit pas d'avoir 1600 pages. Quand la Commission européenne a divulgué l'accord il est en anglais. Et donc on a aussi parfois une barrière linguistique. Et pour l'anecdote, ce n'est que quelques jours avant de faire une présentation sur le CETA, qu'on m'a dit « Mais tu sais que le Canada a diffusé l'accord en français ?» Cette information m'aurait été utile beaucoup plus tôt. Mais donc pour vous dire aussi que voilà où on en est dans la clarté parfois des informations et dans la nébulosité qui peut entourer ce genre d'accord. Ce qui est intéressant et ce qui est dramatique, c'est de voir un petit peu, quand je vous le dis, on a des droits très forts pour des investisseurs étrangers, donc de leur permettre d'attaquer un État. Et on serait en droit de se dire, mais ça veut dire que donc les droits de l'environnement, les droits du travail vont être tout aussi fortement protégés et qu'on va pouvoir dire, ben, moi mes droits ont été violés et je dois pouvoir demander des dédommagements à une entreprise. Eh bien, quand on lit les textes, que nenni. Ça ne se passe pas du tout comme ça. Ce qu'on dit, et donc je m'excuse vraiment pour l'anglais, mais donc, simplement, donc vous allez voir, on s'engage dans des discussions. Donc si effectivement il y a des violations des droits du travail ou des droits de l'environnement, tout ce qu'on va pouvoir faire, c'est discuter. Tant pis pour vous, hein. Donc c'est vraiment ça. Donc on va pouvoir discuter, et puis s'il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord. Et donc ça veut dire qu'on permet de violer allègrement les droits de l'environnement, les droits du travail, et qu'il n'y a pas de mécanisme contraignant à l'inverse de ce qui est prévu pour les investisseurs. Ça veut dire quoi concrètement, la logique de ces accords, elle est là. Ça veut dire qu'on va faire une hiérarchie claire entre des droits des investisseurs et les droits des travailleurs, de l'environnement. Et donc on fait vraiment une hiérarchie et qu'on place l'intérêt privé au-delà de l'intérêt général pour en revenir à ce que Bruno appelle le shopping législatif. Donc l'idée, ça va être de permettre aux multinationales de faire la course aux États qui vont vers un moins-disant social et environnemental. Elle est là, la logique, c'est de tirer les droits vers le bas. On a attention aussi, ça on l'a déjà évoqué, et malheureusement c'est une ritournelle dans tous ces types d'accords, c'est la transparence. Alors vous allez me dire, oui, mais vous dites que le texte de l'accord est disponible, c'est vrai, mais on n'a pas les textes de négociation. Donc on ne sait pas, par exemple, ce qui s'est échangé entre les deux parties, on ne sait pas quels ont été les points de divergence, ce qui serait intéressant à savoir. Pour l'anecdote, et c'est plus qu'une anecdote, on sait par des fuites que le Canada voulait rendre donc, tout ce qui était lié au droit du travail, au droit de l'environnement. Eux n'étaient pas contre l'idée de rendre ça contraignant, en disant ben, on doit pouvoir mettre des sanctions, et la Commission européenne aurait refusé, d'après ces documents, de rendre ça contraignant. Donc vous voyez un petit peu, c'est vraiment intéressant d'avoir ces textes-là et de voir les positions de la Commission européenne. Alors le CETA, au plus on analyse, au plus on prend peur, quand on voit ce qui peut parfois être noté noir sur blanc, et ce qui pour le TTIP n'était parfois que de la crainte, elle se confirme. Donc le CETA, c'est un accord vivant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a le texte et il y a l'esprit du texte. En gros, on va mettre en place des institutions dont le boulot, ça va être de poursuivre ce qui est écrit dans les textes, et donc de continuer à essayer d'harmoniser les règles, c'est-à-dire décrypter en disant de les tirer vers le bas, de continuer à harmoniser les règles, les lois. Et donc, on lit un peu les différents articles, on voit un petit peu ce que ça nous cache. On voit qu'on va mettre en place un comité mixte, différents comités qui seront chapeautés par un comité mixte, et qui aura pour mission, par exemple, d'interpréter les dispositions du CETA. Or, quand on les lit, et je pense que Bruno ne dira pas le contraire, quand on le lit, il y en a énormément qui sont flous, dont on sent que ça laisse une grande marge d'interprétation, et donc on va confier à ce comité
un pouvoir d'interprétation des règles, et donc de nos lois, immense. Alors, on peut se dire, oui, mais si à la limite on a des dirigeants élus qui composent ce comité, on pourra toujours les interpeller, etc. Eh bien non, malheureusement, puisque quand on voit un petit peu qui va composer, on aura des technocrates, des dirigeants non élus, sur lesquels ni vous ni moi n'aurons notre mot à dire, des gens qu'on ne connaît pas, qui vont composer ce comité et qui seront en mesure d'interpréter tout le contenu de l'accord. On met aussi en place un forum de coopération réglementaire. Donc l'idée de ce forum, c'est quoi? C'est de rassembler les deux parties, donc l'Union européenne, le Canada, dans le but de discuter sur les réglementations, les lois, d'essayer d'arriver à un accord, sous-entendu, d'essayer d'abaisser nos normes, nos règles. Et donc à nouveau, on a une composition technocratique. Vous allez me dire, oui, mais ils sont où concrètement les dangers? Et donc, tout acte législatif, quel qu'il soit, une loi, une législation, quelle qu'elle soit, pourra être soumis à ce forum. Et l'émission, et donc là vous voyez que je reprends des passages du texte, des choses qui font énormément peur, puisque la logique, et on le dit noir sur blanc, c'est d'éliminer toute barrière qui serait contraire au commerce. Mais c'est quoi une barrière contraire au commerce? Quand je vous dis par exemple que le Canada n'a pas ratifié la Convention fondamentale de l'OIT sur l'âge minimum au travail, elle pourrait se dire, mais c'est une barrière au commerce. Si je peux faire travailler des enfants, alors je suis un peu caricatural, mais si je peux faire travailler des enfants, j'y gagne. Et donc toute convention de ce type est une barrière au commerce. Et donc on dit par la suite, on devra trouver une alternative à la régulation. L'idée c'est de se mettre d'accord sur le minimum de règles. On va plus loin, on a la possibilité de partager des informations non publiques. Ça veut dire partager avec qui? On le sait, j'imagine que Laura vous en touchera un petit mot. Il y a un poids des lobbies des multinationales dans les négociations qui ont un accès privilégié au sein de la commission. Et donc l'idée, c'est évidemment de pouvoir partager des informations non publiques avec elles pour qu'ils puissent donner leur input, leur manière de voir et dire, ben voilà, que la commission puisse colporter les vues de ces lobbies. Je ne vais pas revenir sur toutes les dimensions de ce forum, mais pour vous donner un peu la logique. Si une partie refuse de jouer le jeu de ce forum, de se mettre autour de la table et de dire on continue à négocier sur ce qui va au-delà de l'accord, eh bien, elle devra s'en expliquer. Ah, vous, Union européenne, vous n'êtes pas d'accord? Dites-nous pourquoi vous n'êtes pas d'accord. Et donc, formellement, il n'y a pas de contrainte à discuter, mais quand on lit les textes, on se rend compte quand même qu'elle a la possibilité de menaces et d'éventuelles sanctions. Et donc, pour résumer, on a donc là la mise en place d'institutions qui sont complètement non démocratiques, puisqu'elles vont être considérées de technocrates et dont le pouvoir est considérable, et ce qui a évidemment de quoi faire énormément peur. Comme, évidemment, l'Union européenne doit toujours faire... je regarde un petit peu une dizaine de minutes magnifique. Ou pas. Tu as encore 45 dias Non, en ayant passé un 15, il m'en reste 22, donc c'est bien. Je vais accélérer un peu le tempo tout en essayant. Arrêtez-moi si à un moment donné je vous perds en cours de route parce que, effectivement, je le savais, et en parlant du CETA, forcément, on rentre dans un débat technique, puisqu'on se base sur des textes, et donc du coup, c'est pas toujours des plus compréhensibles. Même pour nous, il nous faut parfois lire deux, trois fois les chapitres pour parfois en mesurer toute la portée. Oui, mais donc, tu vois, au moins, lui, il a respecté le timing. Le principe de la liste négative, je vous le résume, mais pour vous montrer tout le danger de ces accords. Jusqu'à présent, quand on avait un accord, on notait noir sur blanc ce sur quoi on pouvait négocier. Aujourd'hui, on inverse la perspective. Elle est la suivante. On peut négocier sur tout, sauf sur ce qui va être dans des annexes. Et donc, on a un accord de 400 pages et 1200 pages d'annexes. Donc tout ce qui est exclu du champ de l'accord. Mais accrochez-vous bien, et comme ça vous vous rendez compte aussi de la difficulté de notre boulot d'analyser ça. On a 1200 pages d'annexes, mais qui sont divisées en deux catégories. Vous avez des annexes de type 1. En gros, dans ces annexes, je ne sais pas combien de pages elles font, mais annexes de type 1, sont inscrits, si vous voulez,
l'état des législations à un moment donné, et en disant, ben, par exemple, je protège le secteur de l'eau dans ces annexes de type 1, et on ne pourra aller que vers plus de privatisation. C'est-à-dire que si vous voulez faire marche arrière à un moment donné en disant je voudrais remunicipaliser ou rendre public le secteur de l'eau, si ça figure dans les annexes de type 1, ce ne sera pas possible. Il faut que ce soit dans les annexes de type 2. Vous voyez déjà un peu, hein, donc on nous perd un petit peu dans tout ça. Vous allez me dire, mais c'est quoi le danger de cette liste négative? Je ne pense pas que les négociateurs soient des devins. Le souci, c'est quoi? C'est que quand vous oubliez de mettre quelque chose dans les annexes, ça veut dire que ce n'est pas protégé. Donc vous ne pouvez pas penser à tout. C'est évident qu'on ne peut pas penser à tout. Et donc il y a certainement des secteurs, et je vais y revenir, ça va être le cas pour notre système de sécurité sociale, vous allez voir ça fait peur, dont on a certainement, sciemment ou pas, là est toute la question, mais dont on n'a certainement pas pris toute l'ampleur de cette liste négative. Je fais un petit focus en vitesse sur les services publics. Simplement pour vous dire que la manière dont on les définit dans ce type d'accord est assez hallucinante. Donc on dit que ça doit être des activités qui ne sont menées ni sur une base commerciale, ni en compétition avec un ou plusieurs opérateurs économiques. Voilà. Concrètement, ça veut dire quoi? Qu'on ne protège que les services dits régaliens d'un État. La police, la justice, et encore. Et encore. Et donc, quand on lit un petit peu ce chapitre-là, comme Bruno le disait, ce ne sera plus possible de favoriser des acteurs locaux, d'établir des monopoles et des fournisseurs exclusifs. C'est mis noir sur blanc dans le texte. Je passe. Je vous disais, le danger de ces listes négatives et donc de ces annexes, c'est qu'on ne peut pas penser à tout. Ce qu'on constate, c'est que l'Allemagne, parce qu'elle a déjà signé ce type d'accord et qu'elle a déjà fait l'objet d'attaques dans le cas des arbitrages privés, hein, donc qui permettent à... Elle a déjà été attaquée, elle s'est dit, ok, moi je sais à quoi je risque d'être mangé, et donc je vais noter noir sur blanc une exception, en gros, qui protège plus ou moins fortement son système de sécurité sociale. Ce qu'on constate dans ces annexes, quand on regarde, parce que si vous voulez, c'est établi pays par pays, et ben moi je me suis dit, tout de suite, je vais aller voir ce que la Belgique a mis, quoi. Il y a peanuts sur le système de sécurité sociale. Il y a quelques dispositions pour les maisons de repos, mais sur le système de sécurité sociale, il n'y a rien. Et donc moi je me dis, par effet de comparaison, si l'Allemagne le fait, ça veut dire qu'elle a des craintes. Si les autres ne l'ont pas fait, je vous laisse imaginer ce à quoi ça risque de donner demain. Ça veut dire que les attaques contre le système de sécurité sociale risquent d'être différentes. Donc vous voyez, système de sécurité sociale d'Allemagne... La conclusion, malheureusement, elle est dramatique, c'est que quand on voit un petit peu, hein, et quand on lit des analyses sur... moi, je ne suis pas forcément un expert de la question des services publics et de la définition, c'est qu'on voit qu'ils ne sont pas du tout protégés, ou pas suffisamment. Je me suis dit, je vais aller plus loin. Hein, un peu comme moi, vous venez du secteur non marchand, je me dis, je vais aller voir un petit peu. On va continuer à creuser jusqu'où va l'abysse. Hein. Pour rappel, la détermination d'un système de sécurité sociale reste encore aujourd'hui une compétence de l'État. L'Union européenne, elle a toujours de grands principes sur papier, et donc elle reconnaît l'existence d'une économie sociale de marché, de protection sociale. Donc on pourrait se dire, elle va développer des accords qui vont être en phase avec ça, et on va protéger des services d'intérêt général qui permettent de mettre en œuvre la protection sociale. Quand même des services essentiels, puisque pour rappel, c'est quoi un service d'intérêt général? Principe non lucratif, hein, donc pas de principe de lucre, et le principe de solidarité. Je prends l'exemple des mutualités, c'est tout à fait le cas, et elles sont reconnues dans la loi belge comme des services d'intérêt général. D'ailleurs, on les reconnaît, il y a des exceptions au marché libre européen, donc il y a un petit arrêt de la Cour de justice européenne qui dit effectivement, au sein de l'Union européenne, il y a des services d'intérêt général qui sont basés sur le principe de solidarité et d'absence de but lucratif. Eh bien, quand on lit le CETA, c'est pas du tout reconnu. Donc tout, si vous voulez, le secteur non marchand passe complètement à la trappe. On ne va plus juger les secteurs qu'en fonction du but lucratif, hein, simplement, sous cet angle-là, la capacité de pouvoir mettre en concurrence des entreprises. Le problème, c'est que l'objectif
de tel secteur, puisqu'on n'est plus dans des services qui militent en faveur du bien-être collectif, c'est de faire du profit. Je prends juste un petit exemple parce que pour ne pas qu'on soit parfois un peu cliché, disant oui, mais les Anglais, quand même, c'est des anglo-saxons, ils sont quand même assez favorables à ce type d'accord. Je ne dis pas que le cliché ne se vérifie pas, mais en tout cas, il y a une société civile là-bas qui se mobilise énormément parce qu'ils ont un système de santé publique qu'on privatise allègrement depuis les années Thatcher et qui, aujourd'hui, est vraiment dualisé, si vous voulez, entre hôpitaux privés et hôpitaux publics. Et ce qu'on constate, c'est qu'évidemment, les hôpitaux privés, évidemment, ils prennent les meilleurs risques, ceux qui vont leur coûter le moins cher. Et donc, on a des hôpitaux publics qui sont de moins en moins financés et qui sont vraiment à la limite du sous-financement et qui donc ont les plus mauvais risques, ceux qui en plus leur coûtent le plus cher. Avec un dispositif comme le CETA, ce sera plus possible de faire marche arrière sur la privatisation. Comme je vous l'ai dit, l'idée c'est vraiment de l'inscrire dans le marbre. Quand même une privatisation qui a coûté pour ce système 4,5 milliards de livres par an. Et donc pour la comparaison, ça permettrait d'avoir 175 000 infirmières en plus par an. Donc vous voyez un petit peu le coût et le drame de ces logiques de privatisation. Pourquoi est-ce que... Oui. Donc le coût simplement lié à la privatisation de la mise en place de structures, d'hôpitaux privés, etc., le coût pour les finances publiques anglaises, britanniques, s'élève à 4,5 milliards de livres par an. Donc c'est le coût que paie la collectivité pour mettre en place un système privé. Et tu vas me dire, c'est quoi la logique derrière? Pourquoi est-ce qu'on va vers plus de privatisation? La logique, c'est quoi? C'est qu'avec ce type d'accord, on ne peut plus discriminer un secteur public, un acteur public d'un acteur privé. Un acteur public qui reçoit des fonds publics. Et donc le choix pour l'État, ça va être le suivant. Soit je dois financer tout le monde de la même façon. Tout le monde à zéro, ou bien voilà. Voilà. Et on sait que pour l'instant, les finances publiques sont dans un budget tel que forcément, ils vont choisir de financer tout le monde. Donc voilà, le risque, il est là. Je veux dire, on peut prendre l'exemple d'université. C'est aussi un des grands dangers du TTIP, c'est de dire, ben voilà, on va avoir des grandes universités américaines qui font payer des minervales à plusieurs milliers d'euros, ce qui ne débouche pas forcément sur de meilleurs diplômes, mais qui font payer ça, et qui vont arriver sur le marché belge et qui vont dire « Ah mais l'ULB, l'ULG, l'UCL, ils ont un financement public. Donc puisque vous ne pouvez pas discriminer les acteurs, moi, j'y ai droit aussi. » Donc voilà, c'est vraiment ouvrir cette boîte de Pandore. Donc c'est ça le coût le coût qui est lié, oui. C'est l'État qui doit subsidier, entre guillemets... Ce sont les coûts qui sont liés à la privatisation, oui. Ça, c'est déjà dans le CETA. Oui. Et donc, ce qui est dans le CETA, c'est de dire que demain, on ne pourra plus faire marche arrière par rapport à cette privatisation. Voilà. Oui. Une petite question, il y a une grande différence entre ce qui est dedans et le TTIP? Non. Non, justement, c'est là toutes les craintes, c'est de dire qu'aujourd'hui, la grande force du CETA, c'est qu'on a un texte et que tout ce qu'on pensait sur le TTIP, malheureusement, se confirme. Le débat sur le TTIP, je ne veux pas vous choquer, mais c'est accessoire. Bien sûr. Si ça passe, je veux dire, vu le libre marché aux États-Unis sur le continent nord-américain, je veux dire, demain, je prends un siège au Canada, et de là, je reviens ici et j'ai plus besoin du TTIP. En fait. C'est ça. C'est le cas je ne sais pas si Laurent en parlera, mais donc aujourd'hui, il y a déjà 81% des entreprises américaines qui sont actives dans l'Union européenne qui ont une succursale au Canada. Et donc, c'est tout à fait la logique que vous disiez, c'est de dire « Ah ben, vous signez pas le TTIP !» Moi, je m'en tape, hein. C'est pas grave, j'ai une succursale au Canada. Et donc, la logique, ça va être de dire vous avez un accord entre le Canada et l'Union européenne avec un mécanisme ISDS qui me permet d'attaquer un État. C'est pas grave. Vous n'avez pas d'accord entre l'Union européenne et les États-Unis? Je vais aller me servir de ma succursale qui est au Canada et je vais vous attaquer comme ça. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment le petit frère du TTIP, le cheval du 3 du TTIP. Malheureusement, mais ça commence un peu à bouger, on n'en parle pas encore assez. Et nous, c'est important parce que, comme vous le dites, les craintes se confirment. C'est un cheval de Troie et en plus, on a des textes qui confirment nos craintes. Et donc, quand vous parlez à des élus ou quoi, là où il y a quelques mois, on disait « mais vous êtes dans le fantasme, pour ceux qui... c'est pas comme ça que ça se passe ». Et bien malheureusement, quand on lit les textes, ça se confirme.
Donc, simplement, vous avez raison. Aujourd'hui, l'urgence, elle est de se mobiliser contre le CETA. Vraiment. Peut-être, Étienne, désolé, pour les questions, effectivement, restons y compris dans l'intervention CETA, et on fera lien avec le contenu, on est bien d'accord avec vous. Si on a fait une séance CETA, on serait la moitié d'ici, en étant sur le TTIP et en comprenant que TTIP et CETA, c'est la même chose. Et donc, l'idée, c'est effectivement de voir quel est le mécanisme réglementaire pour en arriver jusqu'au vote des textes, et qu'on puisse effectivement enchaîner avec ça. Donc, si tu veux bien, Étienne, on fera la question après. Et qu'on se laisse encore une dizaine de minutes. Oui, j'ai vraiment passé beaucoup de choses, donc à la limite, on aura même un peu plus de temps pour le débat. Mais, donc là, vous vous accrochez bien, on rentre dans la manière dont maintenant ça va se passer. Les négociations pour le CETA, on dit, elles sont finies. Donc les textes sont définitifs. On le sait depuis septembre 2014. Non, je ne vais pas aller en arrière, je vais en avant. Non, pas de liste négative, pas possible aller en arrière. Hein. Ils ont supprimé le retour. Alors, on sait aujourd'hui que l'accord a été... donc si vous voulez, la commission elle a revu légalement l'accord pour voir si tout ce qu'elle avait négocié tenait la route juridiquement. Je parle pour la Commission européenne, je ne parle pas pour moi. Je dis qu'elle a revu l'accord pour dire est-ce que tout est OK juridiquement. Ça, c'était la phase qui suivait après avoir dit que les négociations étaient conclues. Donc là, pour ne pas vous perdre, je vais vous expliquer comment on va, jusqu'à aujourd'hui, et dans quelques mois, comment on va peut-être arriver, enfin je ne l'espère pas, mais à un vote sur ce texte au Parlement européen et dans les parlements régionaux en Belgique. J'y reviendrai, Parlement wallon, bruxellois, flamands, fédéraux, etc. Après, je vous passe les étapes intermédiaires, mais donc le texte va être traduit dans les différentes langues de l'Union européenne. Et puis, la Commission va demander au Conseil, donc Conseil des ministres qui regroupe nos chefs d'État, de signer le texte. Ça ne veut pas dire qu'elle va l'approuver. Je fais une nuance, donc elle va juste le signer. Si vous voulez, c'est un acte symbolique, on signe le texte. Ça n'a pas de portée juridique. Mais la Commission peut demander, et elle le fait souvent, l'application provisoire de l'accord. Vous allez me dire, mais de quoi il me parle, hein? L'application provisoire de l'accord, c'est, à mon avis, une supercherie de la Commission européenne. Cette application provisoire, elle permet d'appliquer un accord, comme le nom l'indique, provisoirement, avant que les parlements ne se soient prononcés dessus. Donc avant qu'il y ait eu un vote dans les entités parlementaires. Heureusement, le Conseil doit signer l'accord à l'unanimité. Mais évidemment, comme à chaque fois dans les procédures de la Commission européenne, tout se cache dans les détails. Vous voyez, lors d'un vote à l'unanimité au Conseil, quand on s'abstient, eh bien, ça n'enraye pas le principe de l'unanimité. Or, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui va se passer en Belgique ? En Belgique, on le sait, la région wallonne, enfin le gouvernement wallon, le gouvernement bruxellois, doivent dire au Parlement fédéral, enfin au gouvernement fédéral, c'est OK pour nous de signer l'accord. Hein. Sauf que, imaginons, le gouvernement wallon va dire, nous on s'oppose. Le gouvernement bruxellois dira, peut-être on s'oppose aussi. Le gouvernement flamand, vu sa composition, va dire, nous c'est OK. Le gouvernement fédéral, on le sait, il va dire c'est OK parce que, et c'est intéressant aussi pour vous, parfois, quand vous interpellez les politiques, ça figure dans la déclaration de politique du gouvernement fédéral que de signer le CETA, le TTIP, ces accords, c'est écrit noir sur blanc. Donc eux, ils vont dire c'est OK. Donc vous avez 2 votes contre, 2 votes pour, bref, vous vous dites, moi je m'abstiens. Hein, j'imagine que Charles Michel va dire, nous c'est divisé, on s'abstient. OK. Eh bien, une abstention ne va pas entraver le vote à l'unanimité. Donc le Conseil va donc signer l'accord, et l'accord va donc pouvoir être appliqué provisoirement, comme je vous le dis, avant que les parlements européens ou régionaux ne se soient prononcés. Alors, quand est-ce qu'elle se termine, cette application provisoire ? Une fois que le Parlement européen a voté, ou, dans le cas de traités mixtes, ça veut dire quoi des traités mixtes ? Ça veut dire qu'il y a dans des traités, logiquement, je dis logiquement, mais rien n'est encore décidé, ça devrait être le cas pour le CETA, pour le TTIP, ça veut dire qu'on a des dispositions qui sont liées aux compétences des États, donc de la Belgique,
Et donc ça veut dire que la Belgique doit pouvoir donner son avis et donc doit pouvoir voter dans ces différents parlements. Heureusement, et ça c'est une grande force en Belgique, on a énormément de parlements, donc c'est une bonne chose pour nous parce que ça nous permet de faire pression au niveau du Parlement wallon, du Parlement bruxellois, du Parlement flamand, le cas échéant. Parce que, et ça j'ai été vérifié, c'est un élément essentiel, il suffit qu'un Parlement s'oppose pour faire chuter l'entièreté de l'accord. Ça veut dire que si demain, prenons le Parlement de la communauté germanophone, pourquoi pas? C'est le plus petit. C'est là où on peut faire le plus, où on a le plus de chances de faire mouche. Dit c'est pas ok pour nous. Eh bien, adieu CETA, adieu TTIP. Donc c'est intéressant aussi pour nous. Reste que à ce jour, la Commission européenne, comme elle sent le danger, n'a toujours pas déclaré qu'il s'agissait d'accords mixtes. Qu'est-ce qu'on constate dans la pratique? C'est que le Parlement wallon ou le Parlement de la communauté germanophone, il dit « ouais, mais c'est quand même une fameuse responsabilité. Hein. » Et donc, on met l'accord au frigo. Hein, on dit « oui, mais on ne va pas voter. » Qu'est-ce qui se passe donc? C'est puisque normalement ils doivent voter, puisqu'il y a une application provisoire qui est en cours, il est appliqué. Il continue à courir. Et donc, ça a été le cas avec un accord, et c'est toujours le cas en Wallonie avec un accord entre l'Union européenne, la Colombie et le Pérou. On sait que les dispositions de l'accord sont déjà appliquées provisoirement, qui devient du durable. Reste que sur des accords comme le CETA et le TTIP, on peut peut-être légitimement penser que vu la mobilisation, qui est quand même sans commune mesure avec un accord sur l'Union européenne, Colombie et le Pérou, qu'on toquera à la porte des députés germanophones, francophones, bruxellois, pour leur dire « hé, Coco, va peut-être falloir voter, hein, là ». Dans un sens ou dans un autre, ça ce sera leur liberté, mais en tout cas, leur dire « il faut que vous votiez », en espérant qu'ils prennent leurs responsabilités le moment venu. Et donc, l'accord est finalement approuvé quand tous les États membres et le Parlement européen ont donné leur accord. Eh bien, les conclusions, elles sont malheureusement pas très optimistes. Non, je ne vais peut-être pas tout finir tout de suite. Si ça veut bien. Bon, bref. Le CETA, c'est indéniablement le cheval de Troie du TTIP. Il y a clairement l'urgence d'en parler autour de nous, de pouvoir dire, mais malheureusement, la logique du TTIP, elle est commune dans différents accords. Hein. Il y a l'accord sur le commerce des services, je pense que vous en parlerez cet après-midi, hein, le TISA. Tous ces accords ont la même logique. Et donc, ne sortez pas de cette pièce, s'il vous plaît, en me faisant la même remarque qu'un dirigeant politique wallon en me disant « mais quand même, les Canadiens ils sont plus sympas que les Américains. » Si vous sortez de cette pièce, je me dis que franchement, je vous ai parlé pendant, je sais pas, 30-35 minutes, en vous disant rien, parce que on était donc au Parlement wallon auditionné sur cet accord pour dire voilà quelles sont nos craintes. Pendant 1 heure, j'explique ce PowerPoint beaucoup mieux dans le détail en disant mais voilà ce que vous apprêtez à voter, et l'intervention est conclue de cette façon-là par le président de la commission en question, que j'ai regardé vraiment avec des yeux de merlan-frit, comme on dit chez moi, en me disant mais soit il n'a rien compris, soit c'est un triple con, ou les deux. Pas d'attaque personnelle, mais quand même. Et donc, simplement, ce que je voulais dire au-delà de la boutade, c'est que les logiques, elles sont malheureusement les mêmes dans tous ces types d'accords, et donc le TTIP ira dans le même sens. Et donc, effectivement, il y a l'urgence aussi. On prenait l'exemple des communes hors TTIP. Pourquoi ne pas relancer votre commune, le cas échéant, si ce n'est pas une commune hors CETA, pour relancer le débat citoyen qui est vraiment indispensable sur cet accord et sur les logiques de ces accords. Voilà.